Vivre ses désirs librement en tant que femme, est-ce possible en 2017 ? L'excision, qui consiste en l'ablation totale ou partielle des organes génitaux féminins, se pratique toujours. Serait-ce une lutte contre l'infidélité ou un acte de cruauté ? Qu'est-ce que l'excision ? C'est le reportage de ce soir. « 200 millions, c'est le nombre de femmes excisées à travers le monde d'après un rapport de l'UNICEF publié en février 2016. Cette violation des droits humains touche la plupart du temps l'Afrique, mais pas seulement. L'Europe aussi subit ce genre d'atrocités sur son continent. Ce soir, Enquête spéciale vous propose un sujet au cœur de l'intimité de ces femmes silencieuses qui disent non. Suivez ce reportage. Kama wallam na go vera sisi di charra di la do biya ba fara la fono wala da to gada zo fosnda kameni brin paza do mude da zo rangalam al fono wala rose anyo bo nyagala ra no no mili mele nyo ngide son ligue. Selon une étude menée par l'unité de démographie ici au Togo, l'âge varie entre les régions et l'âge varie aussi entre les ethnies. Moi, on m'a fait avec les couteaux. Et la douleur de... Oh God, comment je vais expliquer ça? Jusqu'à présent, je sens la douleur. Je sais pas comment... Jusqu'à présent, je sens la douleur. Lors de nos activités, nous avons eu à rencontrer les imams, les tenants même de la religion musulmane. Et ils nous ont dit, après analyse, aucune partie du Coran ne recommandait l'excision. Et donc, c'est dire que c'est une pratique qui a été inventée par les hommes pour que les femmes soient soumises. L'excision ne trouve alors aucun fondement dans le Coran, mais des hadiths évoquent l'excision féminine, entérinant une pratique pré-islamique qui était alors répandue dans la Jahiliya. L'un de ces hadiths rapporte que selon le prophète Mahomet, la circoncision est une sunna pour les hommes et makrouma pour les femmes. Le terme sunna désignant quelque chose qui est recommandé sans être obligé, et makrouma désignant un geste noble, un honneur. On t'arrache tout, t'as aucun plaisir, aucun du tout, aucun plaisir. Et ok, je sais pas comment expliquer ça. Ba we daloro azima titingo ededa azima do ba jama lebla sore ma bna bo to sisi de kala bamna da raja ndi le tem da to kutira lam. Il est vrai que avec la loi nous avons pu vraiment cerner, on est pas mal, je ne peux pas dire éradiquer, mais quand même, il y a eu une diminution. Aujourd'hui, on n'entend plus parler de la pratique. Et depuis que la loi a été promulguée jusqu'à ce jour, les filles qui sont nées entre 98 jusqu'à nos jours, 90% ne sont pas excisées. En France, une technique de chirurgie réparatrice et reconstructive a été mise au point. Elle permet de reconstituer le clitoris et de réorganiser anatomiquement la vulve sans pour le moment pouvoir rendre aux zones érogènes détruites leur sensibilité. C'est le docteur Pierre Foldès, urologue, qui a mis au point cette technique inscrite à la nomenclature des actes médicaux remboursés par la Sécurité sociale française. La loi prévoit les sanctions et puis la loi aussi a prévu des mesures d'accompagnement. Ces exciseuses ont été reconverties. Donc elles ont remplacé leurs couteaux par les activités génératrices de revenus qui ont été financées soit par l'État, soit par les partenaires en développement qui sont au Togo.
Direction le Mali pour stopper ce phénomène et sauver des vies. Des associations, des médecins ou des ONG déclenchent la sonnette d'alarme. L'excision, une lutte au quotidien. Reportage. WILDAF, c'est un sigle anglais qui veut dire Women in Law and Development in Africa. C'est un réseau panafricain qui regroupe des associations de promotion des droits des femmes. Et aujourd'hui, le réseau regroupe 40 de pays en Afrique. L'APDF, c'est une association partenaire, membre fondateur du WILDAF. Nous faisons ensemble nos activités de plaidoyer. Aussi, nous travaillons avec l'APDF pour l'assistance aux femmes démunies et aux femmes victimes de violences. Nos relations, c'est les relations de partenariat. Donc nous échangeons les informations, nous nous invitons aux activités et quand le WILDAF a des problèmes, a des prises en charge, donc on s'envoie les femmes victimes de violences de part et d'autre. Nous travaillons avec l'AMSOP dans le cadre du plaidoyer sur la prise d'une loi à l'Assemblée nationale. WILDAF a dans son programme les droits sexuels et reproductifs. Nous, on s'est dit que au moins l'aspect droit, ils peuvent mieux le développer. Le PNLE, c'est un service technique qui est rattaché au secrétaire général du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Mais c'est un service qui centralise toutes les activités relatives à la pratique de l'excision. Donc WILDAF, c'est un partenaire clé. À l'appui de WILDAF, nous passons assez régulièrement dans des lycées où on a une forte composante de jeunes filles pour pouvoir les expliquer ce que c'est que le viol et les abus sexuels. Et puis après, on aborde le chapitre de l'excision et puis toutes les autres formes de violence faites aux femmes. Nous organisons des caravanes avec les jeunes gens, les jeunes filles. Ils font des animations aux différentes radios locales, publiques, grand public. Ils vont voir les médecins, ils vont voir les sages-femmes, les leaders communautaires, les leaders religieux, les jeunes. Ils font une discussion le soir sur l'arme à parable, sur l'excision et l'implication des jeunes. Donc, la première caravane que nous avions organisée à la fin, les jeunes gens ont dit qu'ils ne vont plus épouser les filles excisées. Alors que les parents excisent les filles pour qu'elles soient épousées. Donc on travaille beaucoup avec les jeunes, on travaille beaucoup avec les exciseuses aussi. On a parlé de l'excision avec les exciseuses. On leur a montré des photos pour choquer. Parce que pour elles rendent un service.
ces femmes-là, on les forme. On leur donne des informations sur les dangers. Mais on ne leur dit jamais abandonnez le couteau, on va vous donner ceci. Parce que ce n'est pas un troc. Il faut qu'elle en soit convoquée elle-même et qu'elle décide d'abandonner. Ces femmes ont décidé d'abandonner, ils nous ont appelé, ils ont remis le couteau. Elles sont dans les activités génératrices de revenus. J'ai organisé le village d'abord. J'ai pris des relais hommes et femmes, 2 relais par village. Les relais sont en contact direct avec la population. Donc, après l'animation au sein du village, les images, donc les animateurs qui sont là-bas recensent les femmes qui ont des problèmes. Donc, nous les traitons. C'est ce qui a fait épater tout le village. Donc, ça me fait 5 villages qui ont carrément abandonné. Ce matin, j'étais en causerie éducative avec les femmes qui sont venues pour la consultation prénatale, les vaccinations. Ce matin, la causerie c'était exclusivement sur les conséquences de l'excision, également les counseling. Le counseling, ça consiste, après les causeries, il y a certaines femmes qui ne veulent pas aborder leurs problèmes devant le public. Donc après les causeries, ces femmes, elles nous contactent par téléphone. Ensemble, on cherche une solution s'il s'agit d'aller à l'hôpital ou bien s'il s'agit d'en parler à son mari. On fait ce genre d'activité aussi. Les animatrices, je les ai formées pour qu'ils puissent maîtriser tous les éléments de la santé de la reproduction, c'est-à-dire expliquer carrément l'anatomie de la femme et expliquer l'anatomie de l'homme. Donc il y a ce processus-là. Sinon, tomber tout de suite en excision, non. Bon, il faut que les femmes, les hommes découvrent leur propre corps. Les cas fréquents que j'ai, c'est des problèmes de satisfaction sexuelle. Deux fois, les maris demandent le divorce. Ils demandent le divorce parce qu'ici, ils ne trouvent pas une femme assez décourdée. Il y a des cas de fistules. Il y a beaucoup de femmes fistuleuses. Et ces femmes aussi sont rejetées par la société. Et maintenant, je les oriente dans ces différentes structures pour que ces structures puissent les prendre en charge. Dès que les enfants venaient de la France et qu'on nous signalait un cas d'excision, on prenait ces cas-là en charge. On avait demandé à travers le Conseil général de Saint-Denis de pouvoir informer les enfants à l'école de ce qui pouvait leur arriver une fois au Mali pour des vacances. Et donc les enfants elles-mêmes étaient souvent avisés et dès que ils avaient l'intuition que la chose se préparait, ils appelaient au secours. Une fois aussi arrivés à l'école, l'école aussi faisait des visites pour savoir si les enfants n'ont pas subi la pratique au Mali. J'ai pris conscience de l'excision quand j'ai été étudiante. Quand je suis arrivée à Kiev, il fallait passer des visites. Quand je suis allée pour la visite gynécologique, j'ai dû comprendre que la gynécologue elle était étonnée de voir qu'il y a une personne excisée. Et c'est là que j'ai pris conscience que j'étais excisée et que c'était une curiosité pour d'autres personnes. Ce que j'ai vécu, je ne veux pas que d'autres personnes le vivent à ma place. La lutte contre la pratique de l'excision, je l'ai commencé en 2005. Donc quand la première fois où j'ai fait le lancement de cette activité dans mon village, ça a causé un grand problème. Il y a eu des conseillers de village qui se sont soulevés contre moi pour dire que ça là, on ne leur permettrait pas de faire ça. Donc j'ai été très bien formé et vraiment je me bats comme on doit se battre. J'ai été victime de harcèlement, d'injures, les radios s'ouvraient avec des injures tout le temps.
Mais ma famille pleurait, me demandait d'abandonner la lutte. J'ai dit je ne vais pas abandonner parce que ma vie ne leur appartient pas. Ils ne sont pas plus religieux que moi. Ma maman avait une association d'ex-exciseuses. Donc c'est à travers elle que j'ai su les conséquences de l'excision. Pour cet engagement, je n'ai pas eu de problème par rapport à ça. Parce que ma maman l'avait déjà fait avant moi. Les deux structures étatiques avec lesquelles nous travaillons beaucoup, ça c'est le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et le ministère de la justice. Nous travaillons avec le ministère de la promotion de la femme sur la question de la mise en œuvre des conventions ratifiées par le Mali, sur la question du code et dans la mise en œuvre du programme national genre, initié aussi par le ministère de la promotion de la femme. Avec le ministère de la justice, nous travaillons sur la prise en compte des droits des femmes dans les décisions de justice. Nous avons aussi un partenariat avec le Parlement parce que c'est auprès de l'Assemblée que nous faisons le plaidoyer. C'est les populations elles-mêmes qui sont en train de signer des conventions locales, soit le chef de village ou bien la mairie en partenariat avec les communautés décide d'abandonner la pratique de l'excision dans leur localité. Nous pensons que ça pourra donner la preuve à nos parlementaires que les populations elles-mêmes sont décidées à abandonner la pratique et on pourra vraiment les amener vers l'adoption d'une loi. Ça n'engage que moi. On n'a pas un vrai, réel engagement politique. Et quand on se bat, le programme national l'a mis en place, d'accord. Pour moi, c'est de la poudre aux yeux. Moi, je souhaite qu'il y ait une loi. Il n'y a pas de loi au Mali. On n'a pas la loi jusqu'à présent. C'est les lois que nous avons, que nous ne sommes pas élaborées, c'est des lois qu'on a élaborées au niveau des communautés. Ça, c'est les communautés qui ont abandonné, qui ont élaboré des lois. Donc moi, j'ai pris l'excision de la sphère privée, je l'ai amenée à la sphère publique pour que tout le monde en parle. Et c'était en 1999. Déjà, on a réuni les lois des pays africains pour les comparer à notre code pénal. Et à partir de là, de nos textes nationaux et les engagements du Mali, on a rédigé un projet de texte. Et on a remis officiellement le document, mais c'est resté là. Le réseau de violence contre les femmes du Parlement est dans un processus de voir l'opportunité d'élaborer une loi contre l'excision. Nous avons cherché à faire de ces chefs religieux et traditionnels des alliés. La structure avec laquelle nous travaillons spécifiquement, c'est les communicateurs traditionnels qui ont un réseau. Donc nous les utilisons souvent pour être nos porte-parole. Tous les hommes de caste se retrouvent dans une association, un groupement, dans un réseau qu'on appelle le Recotrad. Nous sommes le réseau des communicateurs traditionnels pour le développement. Et le WULDEF est engagé dans la lutte pour le développement et le bien-être des femmes. Nous l'accompagnons. Qu'est-ce que nous devons jouer comme rôle? C'est de sensibiliser ces gens, c'est de les faire comprendre, c'est de leur dire les méfaits de l'excision. Mais seulement ce qui s'est passé et ce qui peut-être pour nous devient une menace réelle pour nous, c'est la montée de l'islamisme dans nos États. Nos responsables religieux, ils acceptent, ils disent vraiment, effectivement, c'est ça, l'excision n'est pas une bonne chose. Mais tout le temps, ils disent, nous l'avons dit en son temps que c'est religieux, nous ne pouvons pas ressortir encore et dire que ce n'est pas une bonne chose. Je me suis beaucoup appuyée sur ces versets du Coran et c'est avec ces versets du Coran que j'ai pu me défendre face au Haut Conseil islamique. De plus en plus, on a la collaboration de certains, je reste prudent, de certains leaders religieux qui ont compris la chose et qui sont en train de nous aider. Donc,
On a pensé que les hommes avaient aussi leur mot à dire. Parce que s'ils sont informés des conséquences de leur fille, je ne vois pas un homme qui va accepter que sa fille soit mutilée. Donc c'est pour cela qu'on a projeté le film où l'enfant est vraiment excisé. On est en train d'exciser l'enfant pour choquer. Parce que les hommes disent non, 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 on est pour l'excision. D'abord, ce n'est pas leur corps. Ils n'en savent absolument rien. Quand j'ai fait venir ces messieurs-là à la formation pour voir ce que l'excision peut faire comme méfaits sur les femmes, ils étaient tous convaincus. Ces messieurs m'ont demandé de venir avec le problème-là dans leur village en faisant des formations et des images pour que tout le monde puisse comprendre. Si je dis au Mali, la famille tourne autour de la femme. Au retour, la santé de cette femme doit être préservée parce que c'est le maillon central de la famille. Quand une femme qui n'est pas excisée, on te dit la promotion. Ça veut dire que tu es comme un petit garçon. C'est comme ça, tu ne vaux rien, quoi. Tu es au bas de l'échelle de la société. Et pour ne pas être inférieur à la société, tu fais quoi? Tu excises ton enfant. L'excision est comme le passage à un niveau social de reconnaissance et tout, où les filles, vraiment, une fille non excisée est vraiment très mal vue. Aujourd'hui, partout on en parle de la télévision, la radio, ça veut dire que les choses commencent à bouger. Donc c'est sûr que dans 10-15 ans, les choses vont changer. Il y a beaucoup de communautés qui ne sont pas pour. Donc il y a déjà un avancée. Moi je sais qu'il peut y avoir une coalition globale pour abandonner cette pratique, c'est sûr. Il faut avoir la conviction que, parce que c'est pas facile maintenant, on est encore à 85% de femmes ou bien des jeunes filles excisées au Mali. Donc il faut y croire, que chacun peut apporter sa petite pierre pour la promotion des droits de la femme. Parce que le mal est déjà fait. Notre génération, la génération passée, la génération d'avant, ça c'est fini. C'est la génération future qu'on voit. Mais quelles sont les conséquences réelles de l'excision? Le docteur Martin Caillé a répondu à nos questions. Suivez. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que la prise en charge médicale des mutilations génitales s'articule autour de deux grands modes de prise en charge. Le premier est la prise en charge médico-sexo-psychologique, et donc ça consiste avant tout l'accueil de la patiente de manière tout à fait circonstanciée compte tenu des problèmes qu'on a abordés. On va écouter la patiente, essayer de la faire se confier à nous concernant ces problèmes qui sont souvent très intimes, essayer de déceler les problèmes sexologiques, psychologiques qui concernent les mutilations génitales bien évidemment, essayer de voir s'il y a des séquelles des mutilations génitales qui nécessitent un traitement chirurgical. Le traitement chirurgical, évidemment, c'est la seconde partie de la prise en charge, il n'est pas toujours nécessaire, mais il faut savoir que les patientes qui ont subi les mutilations génitales peuvent avoir des conséquences telles que des kystes ou encore des zones fibreuses qui empêchent l'entrée, qui empêchent les rapports sexuels, qui empêchent d'avoir des rapports sexuels normaux. Donc ces patientes, on va pouvoir les aider par des petites chirurgies, soit la résection de kystes, soit par exemple ce qu'on appelle une désinfibulation et qui consiste à libérer le voile cicatriciel qui ferme la vulve. Une deuxième partie très importante de la prise en charge chirurgicale, même si elle est relativement rare encore chez nous, c'est la reconstruction chirurgicale du clitoris après l'excision. C'est une chirurgie un peu plus lourde qui consiste à rattraper le moignon du clitoris qui se trouve en profondeur au niveau du pubis, le décoller du pubis et attacher ce petit résidu clitoridien à la peau pour restituer un semblant de clitoris chez ces patientes. Le grand problème de cette chirurgie, c'est que malheureusement, lorsqu'on réalise cette chirurgie, on ne peut pas certifier à la patiente qu'il y aura un bénéfice au niveau de la fonction du clitoris. On ne peut pas lui garantir qu'elle aura plus de plaisir qu'avant. Par contre, cette chirurgie, et c'est la seule actuellement qui existe dans cette indication, permet à ces patientes de retrouver leur intégrité corporelle, et ça peut être dans le chef de certaines femmes, dans le chemin thérapeutique, dans la démarche qu'elles font lorsqu'elles viennent me trouver, ça peut être très utile, effectivement, d'à nouveau se sentir entière, d'à nouveau se sentir femme, pour se sentir mieux. Et donc, en se basant sur la sexologie, sur la prise en charge par le psychologue,
certaines petites interventions chirurgicales qui peuvent être nécessaires et la reconstruction, on arrive à apporter à ces femmes, dans une certaine mesure, une forme de soulagement, en tous les cas partiel, des maux et des souffrances qui sont liées à leur excision. Et comme le disait Nelson Mandela, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Enquête spéciale, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.